Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de Sun Business, dernier numéro 2019 bien entendu. L'émission La Chronique, vous le savez, qui donne la parole aux décideurs, aux dirigeants et aux chefs d'entreprise de notre territoire. Ce mardi, Julien Blouin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Julien Blouin, vous avez fondé en 2017 Oui Agri, c'est une agence de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités, aménageurs ou promoteurs privés autour de l'accompagnement de projets d'urbanisme innovants et notamment d'agriculture urbaine ou d'agri-urbanisme. Alors, on va expliquer évidemment tous ces mots, on a 10 minutes devant nous. D'abord, première question, est-ce que les politiques publiques locales, et notamment les politiques métropolitaines d'aménagement, favorisent-elles suffisamment la production agricole intramuros ? Alors c'est intéressant que vous évoquiez ce sujet des politiques publiques. J'étais il y a quelques minutes justement au lancement du Conseil métropolitain de l'alimentation qui vient compléter un petit peu le dispositif du PAT, donc projet alimentaire territorial, qui est en gros une planification, enfin d'abord une première réflexion sur quel est le diagnostic de notre territoire en termes d'alimentation, donc d'identifier toute la chaîne de production jusqu'à la distribution, et puis d'avoir une véritable stratégie territoriale. Et à Nantes, on a la chance effectivement d'avoir un projet alimentaire territorial déjà engagé, qui a une feuille de route, qui met des actions en place et qui favorise aussi, qui a un pendant concernant l'agriculture urbaine. Alors l'agriculture urbaine, ça suppose évidemment des agricultures, des surfaces agricoles disponibles. Est-ce que la question du foncier et de ce foncier disponible dans toutes les grandes métropoles, et notamment celles de Nantes, qui sont très attractives et qui connaissent une inflation du prix de leur mètre carré, ont à la fois la capacité et l'envie de s'engager sur ces sujets ? Alors après, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu les chiffres, d'ici 2050, 2 personnes sur 3 dans le monde vivra en ville. La question que ça pose, c'est est-ce qu'on a envie de développer les circuits courts, l'alimentation locale, ou est-ce qu'on laisse ce sujet de côté ? J'ai pas l'impression que ce soit le cas, en tout cas dans le mouvement de l'agriculture urbaine accompagne un mouvement de société qui a envie de voir une végétalisation de la ville, parce que d'un côté, on a eu aussi un retour de la nature dans la ville. Dans les années 2000-2010, c'était un gros sujet qui continue de l'être. Ça a commencé par là, la question du retour de la nature en ville. Ça a démarré par là, on le voit à travers les projets urbains, parce que je suis aussi urbaniste avant tout, entre guillemets, et on voit que dans les différents projets de zones d'aménagement concerté, les différents projets urbains, la problématique de la nature en ville était importante et l'est toujours plus. Et le sujet nourricier arrive, on va dire, au début des années 2010 et accompagne ce grand mouvement qu'est l'agriculture urbaine aujourd'hui. Alors justement, dans un monde qui est de plus en plus urbanisé et devant faire face justement, ce monde-là, à des pénuries alimentaires, ces phénomènes, est-ce que l'agriculture urbaine peut s'imposer comme une solution ? Est-ce que c'est la panacée justement à ces sujets ? C'est une partie de la solution, j'ai envie de dire. Parce que l'agriculture urbaine à elle seule, elle permet de reconnecter les urbains, donc les habitants de la ville, à des logiques de saison, à des logiques de production locale, à de la cuisine locale aussi. Et elle permet justement cette reconnexion, elle permet... elle doit surtout en fait permettre de regarder un petit peu ce qui se passe en milieu rural, en milieu périurbain, et si l'agriculture urbaine doit perdurer et continuer à exister, c'est bien pour favoriser ce lien ville-campagne. L'autonomie alimentaire des territoires, c'est compliqué pour différents sujets, enfin on pourra rentrer dans le détail, mais l'agriculture urbaine ne vise pas l'autonomie alimentaire, elle est là pour donner à voir une cohérence globale, une cohérence territoriale. Donc c'est pas forcément... Alors, je sais pas, est-ce que c'est un fantasme, un vœu pieux ou une nécessité justement, cet équilibre entre l'offre et la demande dans des villes qui ont tendance justement à se replier sur elles-mêmes et à se couper
des territoires ruraux avec des systèmes d'approvisionnement qui seront de plus en plus complexes, justement ce que vous évoquiez. C'est vrai qu'on évoque justement la question de désert alimentaire en pleine zone rurale parfois, alors que les productions sont pourtant à portée de main quasiment. Ça pose fondamentalement la question d'une relocalisation de l'agriculture. Alors sur Nantes, on a cette chance, entre guillemets, d'être un territoire très riche, parce qu'en termes d'indice d'autonomie alimentaire, on arrive à peu près à 6%. C'est-à-dire entre les entrées et les sorties, ce qu'on produit sur place et ce qu'on consomme sur place, on est à 6%, alors que la moyenne nationale est autour de 2%. Globalement, il y a une marge de progrès énorme. On est d'accord. On est d'accord. Mais justement, c'est une vraie question. Et l'agriculture urbaine est un des éléments de cette reconfiguration, peut-être. Alors justement, l'enjeu, c'est d'accorder une demande alimentaire locale ou d'accorder, oui, une demande alimentaire locale avec une production agricole locale. Est-ce que l'idée, c'est de réduire justement dans une question, un sujet de logistique et donc de raccourcir les circuits? Il y a également des enjeux de réduction d'émissions de CO2? Ben oui, en fait, si vous prenez le cas concret, par exemple, d'un agriculteur urbain que vous aviez déjà reçu d'ailleurs dans l'émission, qui s'appelle Olivier Durand. Il est venu, en effet. Avec le potager de la cantine, voilà, qui est une petite entité qui vient compléter justement une exploitation en périurbain. Voilà. Eh bien, on voit qu'effectivement, les produits sont directement livrés en brouette, servis à proximité au restaurant d'à côté. Il se trouve qu'il y a plein d'avantages à ça. Par exemple, la salade, quand elle est cueillie, coupée, elle fait à peu près 800 grammes, alors que dans le commerce, avec les différents transports, les différents passages dans les frigos, par exemple, on arrive à une salade en moyenne qui fait 400 grammes. Bon, voilà, c'est juste rien que sur le produit en tant que tel, il y a déjà un avantage. Après, ce potager s'est installé sur une dalle, sur de l'enrobé, il y a forcément une action sur la réduction de l'îlot de chaleur. Voilà, donc tous ces éléments, le retour de la nature dans la ville, le retour d'une nature comestible, la reconnexion des urbains à leur alimentation, va dans le sens effectivement d'une prise de conscience, d'une transition. Voilà. Bon, Julien Blouin, de très très bons arguments pour y aller. En revanche, la question de la pollution produite par les villes et de son impact sur l'environnement, avec des conséquences de santé publique, comment est-ce qu'on garantit la qualité des fruits et des légumes issus de l'agriculture urbaine? Alors ça, c'est un vrai sujet. Quand on dit pollution, il y a plusieurs types de pollution. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution des sols, et puis la pollution de l'eau aussi, accessoirement. Je ne saurais pas dire aujourd'hui, c'est pas mon expertise de pouvoir affirmer que on est plus pollué à tel endroit ou à tel endroit. On le voit sur des sujets comme les abeilles, par exemple, où finalement, en milieu rural, on peut avoir des pollutions encore plus importantes que malheureusement en ville, où on pense comme ça spontanément que la ville est très polluée, puis finalement on se rend compte qu'on peut aussi avoir des écrins de biodiversité. À Nantes, on a la petite Amazonie, on est en plein cœur de ville, et pourtant. Donc voilà, je ne me permettrai pas, je ne suis pas un expert du sujet. Après, mais ça suppose d'analyser quand même les environnements avant de se lancer dans ces exploitations-là. Avoir un regard sur les sols, évidemment, donc à la fois une caractérisation pédologique des sols, pour savoir quelles sont la nature, et puis voir s'il y a des traces de polluants et quelles sont leur nature. Et puis il y a des dispositifs après, ce qu'on appelle de phytoremédiation, donc de dépollution par les plantes, notamment, qui peuvent être efficaces avant d'en arriver à quelque chose qui peut être un peu complexe aussi, l'excavation de certaines terres, où là, sur le bilan carbone, on n'est pas très bon, justement. Quel type de production on va retrouver d'ailleurs dans l'agriculture urbaine? C'est du maraîchage, comme on le connaissait d'ailleurs sur nos territoires, il y a encore peu de temps, et comme il en existe encore un petit peu, c'est du verger, quel type? On n'est pas sur de l'intensif pour le coup. Alors, faut faire attention aux mots. On peut être sur du maraîchage bio-intensif, par exemple. Ça veut juste dire que sur des très petites surfaces, qui sont souvent le cas d'une exploitation en agriculture urbaine, on est sur des surfaces restreintes, contraintes. On peut avoir une production assez conséquente et assez importante par des techniques qui sont en pleine évolution. Il y a un plein boom des techniques de production en maraîchage. Il y a des penseurs comme Jean-Martin Fortier à Montréal, qui ont donné un peu la voie de ces techniques de production avec une grande densité de production et du coup de niveau de rentabilité assez élevé. Si je reviens à la question
d'origine qui était... Eh bien justement, la question de la pollution alors produite par les villes, ça vous y avez répondu, mais qu'est-ce qu'on produit directement comme fruits, comme légumes sur ces surfaces-là? On est beaucoup sur la production de maraîchage, beaucoup du légume-feuille. On ne va pas trouver effectivement des productions de pommes de terre ou des productions de légumes de garde qui nécessiteraient des surfaces assez importantes. Mais on peut trouver quand même aussi la production de champignons, par exemple. Je pense aux champignons urbains, qui est le premier GAEC, un des premiers GAEC nantais, installé donc, dans l'ancien mine justement, et qui produit des shiitake et des pleurotes. Donc on peut avoir une diversité de production, mais là encore, on se rend compte que on vient en complémentarité, et même par rapport aux besoins nutritionnels, on vient en complémentarité à une agriculture globale, quoi. Chez WeAgri, vous vous positionnez comme interface entre le monde de l'aménagement, on a parlé justement des promoteurs, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, et le monde agricole. Comment est-ce que vous conciliez des temporalités, des intérêts qui ne sont pas toujours convergents entre ces acteurs-là? Alors, le dialogue est facile non, parce qu'il faut une interface. Voilà, c'est ce que vous allez me répondre. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un besoin de traducteurs, enfin de traduction, de passeurs de relais. On est d'abord dans des étapes de prise de connaissance, enfin de pédagogie aussi, de comprendre quels sont les intérêts de chacun. Et puis il y a quand même un rôle aussi de sécurisation à l'installation. Enfin, c'est-à-dire que s'installer en agriculture, c'est un parcours qui peut être semé d'embûches, qui est un métier très noble, mais qui n'est pas toujours très valorisé finalement dans nos sociétés. C'est viable économiquement pour un agriculteur aujourd'hui de travailler sur ces surfaces urbaines, sur des petites surfaces? C'est viable sous certaines conditions. On est dans des schémas, dans des modèles économiques qui sont viables en tout cas quand il y a une diversification des sources de revenus. C'est-à-dire que parce qu'on est dans la ville, parce qu'on est en ville, on peut, et parce que les acteurs de ce mouvement d'agriculture urbaine sont souvent ce qu'on appelle des NIMA, non issus du milieu agricole, ils ont un bagage, des compétences accumulées, et ça leur permet de développer ce qu'on appelle la multifonctionnalité en agriculture urbaine, c'est-à-dire d'autres sources de revenus que seulement la production. Mais il faut que la production soit une part significative et représentative. C'est important de donner à voir justement des beaux produits dans la ville. Mais les modèles sont viables. Néanmoins, ils sont viables souvent, ils peuvent l'être en tout cas sur le petit équilibre entre les dépenses et les recettes, sur un fonctionnement. Sur les coûts d'investissement, bien souvent, il y a un soutien, que ce soit une subvention européenne, que ce soit une subvention privée, publique, des fondations. Voilà. Julien Blouin, fondateur et dirigeant de WeAgri, pour tenter de comprendre un petit peu mieux ces modèles économiques, notamment autour de la question de l'agriculture urbaine, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'installer sur ces sujets. Ça s'appelle WeAgri. Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios. Merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique sur l'application myson que vous avez tous téléchargée et sur les players de la radio. J'en profite très rapidement pour vous donner rendez-vous le mardi 7 janvier. Ce sera la rentrée avec Stéphane Dairel qui nous parlera de Digital Change, l'occasion évidemment de faire un focus sur cet événement consacré à la transition numérique de nos entreprises. Excellente fête de fin d'année, bien sûr, à l'écoute du Son Unique. À très bientôt.